Et votre invité à présent, comme promis, c'est l'économiste et directeur du cabinet de conseil Asterès, Nicolas Bouzou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Avec sur plaisir. Boursorama. Bon, on va essayer d'être un peu plus réjouissant parce que l'actualité ne l'est pas. Il y a la multiplication des plans sociaux. Et je voyais la CGT ce matin qui nous parlait de 200 000 potentiellement emplois menacés par près de 250 plans de licenciement en préparation. C'est ce que nous a dit la CGT ce matin, Sophie Binet. On a les destructions d'emplois qui se poursuivent en France. On a eu les chiffres au troisième trimestre. 25 000 destructions d'emplois. Le deuxième trimestre a été révisé à la baisse, destruction aussi. Donc la courbe s'est inversée en matière de création d'emplois. On sent que les entreprises mettent le pied sur le frein, en tout cas sur l'investissement. Ce matin, j'ai vu quoi? J'ai vu le moral des ménages qui décroche encore une fois sur le mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe? On a un vrai freinage, retournement, là, depuis l'automne, post-JO, de l'activité sur les données en dur, parce que oui, le bien climat sûr. des affaires, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on voit là? On voit un ralentissement de l'activité. Il n'y a pas de récession en France, mais on voit Quatrième trimestre, on n'aura pas de récession? Sur un trimestre, on peut être proche de zéro, mais bon, ça n'a pas grande signification. Mais enfin, on va dire qu'on n'a pas de baisse généralisée de l'activité aujourd'hui. En fait, je pense qu'il y a plein de phénomènes. Il y a des phénomènes conjoncturels, il y a des phénomènes structurels. Phénomène conjoncturel, c'est quand même qu'on a eu ces dernières années une hausse des taux d'intérêt très importante, très rapide, qui est terminée. On a même plutôt une baisse aujourd'hui, mais je pense que c'était un choc macroéconomique qu'on a un peu sous-estimé et qui a posé des difficultés très grandes pour des secteurs comme l'immobilier, la construction, où vous avez toujours des défaillances, vous avez des plans sociaux. Par exemple, aujourd'hui, dans ce secteur, les promoteurs immobiliers, y compris les gros, sont encore en train d'absorber le choc. Donc, vous avez eu cet effet conjoncturel. Vous avez notamment sur les défaillances d'entreprises des effets structurels qui sont liés au fait que certains secteurs se transforment très profondément. Si vous prenez, par exemple, la distribution de vêtements, la distribution de vêtements, elle est confrontée à la hausse des loyers, elle est confrontée à la vente de seconde main, elle est confrontée au e-commerce. Vous voyez, donc tout ça, alors ça bénéficie à certaines entreprises, mais les commerces de centre-ville, vous avez des défaillances. En fait, une ventilation sectorielle, elle est très importante, mais au global, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les consommateurs ne consomment plus, les boîtes attendent. Qu'est-ce qui se passe là? Du côté des consommateurs, en fait, la hausse des prix, pareil, elle n'a toujours pas été complètement absorbée, même si aujourd'hui, le cycle d'inflation a l'air terminé, mais il n'empêche que, et même si les salaires vont plus vite que les prix, mais la perte de pouvoir d'achat n'a pas encore été complètement... Parce que Michel-Édouard Leclerc a dit, je crois que c'est sur RTL, que Noël se présentait bien, le patron des Très bien, Leclerc. Très bien. Mais vous avez quand même un effet qui est spécifique à la France, c'est peut-être là où on va en venir, c'est que la situation politique, ce qui est très rare, a des conséquences sur le moral des agents économiques, mais des conséquences suffisamment fortes pour qu'elles freinent l'activité. Mettez-vous à la place de nos concitoyens. Ils entendent parler, à juste titre, de hausse d'impôts toute la journée. Ça n'est pas illégitime, puisque des hausses d'impôts, il va y en avoir sur les grandes entreprises, essentiellement. Vous venez de parler de la taxe sur l'électricité, alors vous allez me dire, taxe sur l'électricité, les prix de l'électricité vont baisser, ce qui est tout à fait juste. Et je suis, moi, plutôt favorable à cette hausse de la taxe sur l'électricité. Au-delà du niveau du bouclier tarifaire. Écoutez, comment dire, c'est peut-être la moins pire des hausses de taxes. Je vais le dire comme ça. Je préfère les baisses de dépenses. Mais bon, en tout cas, dans tout l'éventail des hausses des taxes, on va dire qu'à partir du moment où les prix de gros diminuent, bon, voilà, c'est pas la hausse d'impôt la pire qu'on puisse imaginer. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, pour rester sur votre première question, c'est que donc nos concitoyens Qu'est-ce qui se passe sur l'activité entendent parler de hausse d'impôt, et puis les entreprises, rendez-vous compte dans quelle situation on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, je vous le dis comme je le pense, des forces politiques irresponsables, qui menacent de renverser le gouvernement, alors même que le budget n'a pas été voté. C'est-à-dire que, très concrètement, on risque de se retrouver... On sait presque dedans, je veux dire. Dans le budget? Oui, possiblement. On sait là où le gouvernement veut aller. Donc Oui, non, mais justement, c'est une chose, si vous voulez, de contester le budget, c'en est une autre de renverser le gouvernement. Si j'étais parlementaire, je ne voterais pas le budget, puisque je ne suis pas d'accord avec ce budget. Mais je ne voterais pas la censure du gouvernement, parce que je suis contre le budget, mais il y a pire qu'un mauvais budget, il y a aujourd'hui un gouvernement qui tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ce sont des forces politiques absolument irresponsables. D'ailleurs, le Parlement a été globalement irresponsable ces dernières semaines. Les entreprises voient bien ça. Et donc elles se disent, attendez, on ne sait même pas ce que sera le budget l'année prochaine. Donc c'est normal qu'elles freinent un peu. Non? Ok. Mais en tout cas, en termes d'activité... Ça me semble logique. Donc ça pèse sur l'activité. On ne va pas rentrer en récession en 2025. Si vous avez... Est-ce qu'on va rentrer ou pas en récession en 2025? Écoutez... Au vu de tout ce qu'on se dit dans le pire des scénarios, parce que... On n'est pas très bien là.
on n'est pas très bien. En fait, si vous regardez les ventes de détail, vous m'avez demandé de parler des indicateurs macro en dur. Ouais. Ce qu'on appelle les ventes de détail, aujourd'hui, elles baissent. Elles diminuent, que ce soit en termes nominal, en termes réels, tous les trucs macro que vous voulez. L'investissement des entreprises, il n'est pas très bien orienté. Donc là, on irait plutôt vers une récession. Mais après, moi, je ne suis pas là pour prévoir le pire. On n'en sait absolument rien. Ouais. Ce que je sais, c'est qu'il faut que le budget passe. Justement, le gouvernement qui a déjà opéré de nombreuses reculades, on l'a largement commenté ici sur Boursorama, sur les collectivités locales, moins d'efforts leur seront demandés, sur la désindexation des pensions de retraite. Finalement, une formule autre a été trouvée. Oui. Mieux disante, sur la baisse des éléments de charges patronales, il y en aura, mais moins que prévu. Il a raison, pas Michel Barnier, de faire marche arrière là-dessus? Non mais de toute façon, le problème de ce budget, dès le départ, et le Premier ministre a une grande part de responsabilité là-dedans, c'est qu'on a ouvert la boîte de Pandore des augmentations de fiscalité. Alors qu'on aurait dû avoir 2/3 d'économies sur la dépense publique, nous avait dit au départ Michel Barnier. Voilà, mais vous y aviez cru? Je crois ce que le Premier ministre, si on ne croit plus le Premier ministre, où allons-nous? Eh bien, écoutez, moi je n'y ai pas cru. Pourtant, j'aime beaucoup de considération pour le Premier ministre. Mais non, parce qu'en fait, on sait très bien qu'en France, le jeu parlementaire fait que quand on commence à annoncer 2/3 de baisse de dépenses et 1/3 de hausse d'impôts, on aura l'inverse. Alors, je vais vous dire le fond de ma pensée. Si on a l'inverse, on s'en sort plutôt bien. Parce que quand vous regardez, par exemple, ce que nous dit la Commission européenne nous dit on a cherché les 40 milliards de baisse d'impôts qui sont annoncés par le gouvernement. De baisse d'impôts, non? Pardonnez-moi, de baisse de dépenses, pardonnez-moi. Ouais. Vous avez raison de me reprendre. 40 milliards. On en a trouvé 12. Je voulais vous poser la question. Où sont les 40 milliards justement, promis? On en a 12 pas vous le dire. Il y en a 12 aujourd'hui. Voilà, on en a 12. Donc on a des choses quand même sur les annonces très courageuses qui ont été faites par le ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, sur la mise en place de 3 jours de carence, par exemple, dans la fonction publique. Ça, c'est des baisses de dépenses. On a quand même dans certains ministères des baisses de dépenses. Mais globalement, tout ça n'est pas du tout 12 précis. milliards sur 40. Et sur les hausses d'impôts, sur les 20 qu'on aurait dû avoir, au final, on en aura 30. C'est-à-dire, grosso modo, et ça parle du point de vue macroéconomique, je trouve, c'est l'équivalent du choc fiscal qu'avaient fait François Hollande et Jean-Marc Ayrault exactement. Donc c'était ce qui avait été voté en 2012 pour 2013, en montant. En montant. 30 milliards. À peu près. Et en fait, on a vu croissance zéro pendant 3 ans. Voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. C'est que, évidemment, ça avait affecté l'activité économique. Et je me souviens très bien d'ailleurs des conversations que j'avais à l'époque avec les ministres du budget qui disait mais au fond c'est bizarre parce qu'on ne retrouve pas dans les caisses de l'État autant que ce qu'on avait prévu. Oui, parce que l'activité économique, c'est pas, vous voyez, elle est affectée par les hausses d'impôts. Et donc là, on risque d'avoir le même problème. Donc ce budget n'est pas bon. Mais il faut quand même qu'il soit voté. Je sais que ça peut paraître pas très intuitif, ce que je dis, mais il n'est pas bon parce qu'il y a encore pire que ce mauvais budget. C'est pas de budget. Un Premier ministre qui va... Pas de budget, c'est pire que un mauvais budget. Oui, parce que pas de budget... Parce qu'il y a plusieurs écoles là-dessus. Non, mais pas de budget, c'est le budget de l'année dernière. Et pourquoi pas? Il n'y a pas de hausse d'impôts? Non, mais parce que pas de budget, en réalité, c'est recommencer... C'est notre organisation qui veut ça en France, institutionnelle. C'est pour être tout à fait précis. Alors, je vais expliquer comment ça se passe. D'ailleurs, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de shutdown comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout qui s'arrête s'il n'y a pas de budget. En fait, on reprend le budget de l'année 2024. On le divise par 12. Voilà. Et donc, au mois de janvier 2025, on fait le budget 2024. Et on fait comme ça jusqu'à ce qu'un budget soit voté. Oui, attendez. Moi, j'y vois pas que des inconvénients, pardon. Parce que notamment sur la dépense, ça fera des économies à certains. Oui, mais parce que vous êtes d'une nature optimiste. C'est-à-dire que si le Premier ministre tombe, il va y avoir un autre Premier ministre. Moi, je ne sais pas qui ça va être, personne ne le sait. Ça peut être le même d'ailleurs. Mais ça peut être le même. Bon, ça me paraît compliqué politiquement. On peut toujours faire ça. Et puis, on renomme le Premier ministre, il est renversé. On le renomme, il est renversé, etc. Bon, au bout d'un moment, tout le monde va se lasser de ça. Mais si c'est par exemple la gauche si c'est un Premier ministre de gauche, bon. Pas Cazeneuve, mais qui est très, très bien, mais si c'est quelqu'un qui colle au programme du nouveau Front populaire, et que par malheur, je vous le dis comme je le pense, ce budget est voté. Là, ce n'est pas un mauvais budget qu'on aura, c'est un budget de destruction économique et sociale. Vous voyez, donc moi, je n'ai pas très envie qu'on... Pour ça, vous préférez... Avec ça, mais bien sûr, en fait, le terrain, il est miné. Regardez par exemple la France insoumise qui... dans ce qu'on appelle la niche parlementaire, c'est-à-dire la possibilité de faire passer une proposition de loi au vote, a demandé l'abrogation de la réforme des retraites, qui a été faite par Olivier Dussopt. Marine Le Pen a dit que le Rassemblement national allait la voter. Mais
C'est pour quand? C'est pour bientôt d'ailleurs. J'ai pas le calendrier exact, mais oui, c'est pour les mois qui viennent. Alors heureusement, je pense que c'est inconstitutionnel, mais c'est quand même une folie pure. Et David, si vous regardez les marchés aujourd'hui... Bon, les marchés, ils disent rien du tout. Les marchés, si. Non. La France en est à 3%, 3% sur le 10 ans. Le spread avec l'Allemagne est au plus haut, 80 points de base, d'accord, en spread. Mais la France s'endette pas en spread. La France, elle s'endette en taux absolu à 3%. Il y a zéro problème. Non, mais vous dites ça pour rassurer tout le monde. C'est la vérité, 3%, il n'y a pas de problème. Oui, 3%, il n'y a pas de problème. Mais vous venez vous-même de dire que traditionnellement, enfin vous l'avez sous-entendu, on s'endettait à un spread qui était de 40. Voilà, donc il a doublé quand même. Ouais. Ah oui, non, mais enfin, il a doublé. Et il y a un spread positif par rapport au Portugal, il y a un spread positif avec l'Espagne. La Grèce endette moins cher que la France sur 5 ans. Oui. L'Espagne et le Portugal moins cher que la France sur 10 ans. Donc aujourd'hui, ça va. La France est quasiment au même niveau que la Grèce sur 10 ans. Alors aujourd'hui, ça va. Vous avez raison. 3%, ça charrie, mais parce qu'on a, en raison de la baisse de l'inflation, un mouvement général de baisse des taux. Oui. D'accord. Tant mieux. Heureusement. Heureusement. Enfin, je ne suis pas croyant, mais pardonnez-moi ce signe de prière, mais oui, merci quand même. Mais non, mais si les taux remontent, là, ça veut dire que le taux français explose. Donc, on est quand même dans une situation qui est une situation... Il met en garde hier soir sur TF1. On a compris son message à Michel Barnier dans le journal de TF1 d'hier soir. Il met en garde contre des risques de tempête assez graves sur le marché. Il a raison. Si le gouvernement tombait, Marine Le Pen l'accuse de fausses informations sur le risque de scénario à la grecque en cas de censure du budget, qu'il y a un shutdown, etc., etc. C'est que pour ceux qui n'y connaissent rien, ça ne rien y comprendre. Est-ce que vraiment il y aurait une tempête assez grave, je reprends ces mots, sur les marchés, si la France n'a pas de budget, si le gouvernement tombe? Moi je crois, parce qu'en fait le problème c'est pas simplement que la France n'ait pas de budget, c'est quelle est la solution derrière. C'est pour ça que je vous dis, même si j'aime pas ce budget, il vaut mieux ce budget qu'autre chose. Parce que derrière, il n'y a pas de solution. Et en fait, ce fameux spread qui ne vous gêne pas, mais qui moi m'embête un peu, en fait il a commencé à se tendre après la dissolution. Ouais. Donc à partir du moment où on est entré non seulement dans une ère d'incertitude politique, mais aussi dans une ère où tout le monde a commencé à raconter n'importe quoi. Puisque la vérité, c'est que sur les sujets de finances publiques, personne ne s'en occupe. Et sur les sujets de baisse de dépenses, j'en parle pas. J'ai fait le compte, moi, des parlementaires qui ont fait des propositions sur les baisses de dépenses publiques. Ouais. J'en ai trouvé 15-20. Et sur les impôts? Vous voyez? Ah non, 400, bien sûr, vous le savez bien. Voire plus, ouais, tout à fait. Pourquoi en France, on ne sait pas faire des économies? On prend un peu de recul sur la dépense publique. C'est un truc qu'on ne sait pas faire. C'est une très bonne question. Je crois que le seul moment où on a fait quelque chose, c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy, quand il avait... Le 1 sur 2, ce qu'on appelait le non-remplacement d'infos. Le non-remplacement d'infos, exactement. Il avait parfaitement raison. D'ailleurs, vous aviez eu une autre période un petit peu plus ancienne, qui était le moment où Thierry Breton était ministre de l'économie, Jean-François Copé, ministre du budget. Alors, vous étiez à peine né, vous. Mais, non, mais c'était 2000 et quelques. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, exactement. Ouais, tout à fait. Ça devait être 2004-2005, c'est ça, tout à fait. Bon. C'était l'époque du rapport Pébro. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. 2005, 2006, 2005. Voilà. Vous voyez, bon, enfin, donc là, on maîtrisait les choses. Sous Nicolas Sarkozy, on les maîtrisait aussi. Bon, enfin, c'est vraiment les exceptions, si vous voulez, dans la Ve République. Alors, pourquoi on ne sait pas? Bon, parce que fondamentalement, on a pris une mauvaise habitude culturelle qui est de considérer qu'à chaque problème, la dépense publique ou les normes, d'ailleurs, apportent une réponse. Donc, on n'arrive pas culturellement à revenir là-dessus. Mais c'est tellement ancré, on l'a bien vu au Parlement ces dernières semaines, qu'en fait, quand on parle de dépenses publiques, les parlementaires ou même le gouvernement ne sait même pas comment prendre les choses, comment aborder le sujet. Il y a des moyens de faire. Hein. Si on réfléchit aux fonctionnaires, on peut faire un plan de départ volontaire des fonctionnaires, par exemple. C'est parfaitement... On ne peut pas licencier des fonctionnaires, mais on peut faire un plan de départ volontaire des fonctionnaires. On peut, en effet, dire que Nicolas Sarkozy avait fait le 1 sur 2, on peut faire le 2 sur 3. On ne remplace pas 2 départs de fonctionnaires en retraite sur 3. Mais c'est tellement éloigné de nos habitudes qu'on ne sait pas faire. Voilà. Et pour être très critique, pour le coup, envers le gouvernement, même quand le Premier ministre est de droite, la droite est censée avoir réfléchi à ça quand même. Ils ont passé plus de 10 ans dans l'opposition et la baisse de la dépense publique, c'est leur truc, en théorie. Ils arrivent au pouvoir, c'est la poule devant le couteau. Comment on fait avec ça? On en est là. Donc selon vous, je reviens à cette idée parce que c'est quand même le Premier ministre qui en a parlé hier soir, il y a un risque, encore une fois, au-delà du risque politique, il y a un risque vraiment de crise financière si la France n'a pas de budget à Noël et si le gouvernement tombe. Vous faites la différence entre les deux? Oui. Est-ce qu'on peut avoir pas de budget et avoir un gouvernement qui n'est pas censuré? Oui, je fais la différence entre les deux. Parce que si on n'a pas de budget, mais si le gouvernement ne tombe pas, ça veut dire quand même, je pense qu'on finira par avoir un budget en début d'année ou voilà. Enfin, ce scénario, il vous plaît? Non, il me plaît pas, mais... Non plus. Si, parce que mais ça retient l'hypothèse d'avoir sauf que, un gouvernement NFP.
Ça vous fait peur, hein. Oui. Ah, non, rien ne me fait peur, moi. Ce qui m'inquiète. J'ai pas peur. Vous ne me connaissez pas assez. Non, c'est l'état de la France qui m'inquiète. Moi, rien ne me fait peur. Mais non, c'est en fait le pire pour moi, c'est un gouvernement NFP. Ça, c'est le pire. Ensuite, vous avez, dans l'ordre des pires choses qui puissent nous arriver, en effet, un budget qu'on n'arrive pas à voter, mais qu'on finit par voter. Et la moins mauvaise situation, c'est ce budget. Moi, je n'aime pas ce budget, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la situation politique. Voilà. On est quand même dans une situation qui n'est pas géniale, globalement. Donc, je suis obligé, puisque vous me demandez mes préférences, de choisir ce qui me semble le moins grave, même si ce n'est pas génial. Bon, qu'est-ce qu'on ajoute? On doit se quitter maintenant sur tout ce qu'on s'est dit. On a fait un peu le tour du sujet. Qu'est-ce qu'on ajoute on ajoute qu'il faut qu'on réfléchisse très en profondeur, et on commence à le faire, à notre décrochage économique relatif. C'est européen. Voilà, c'est le sujet du rapport Draghi, par exemple, dont vous parlez régulièrement dans vos émissions. Et en fait, c'est ça le fond du sujet. Et c'est intéressant, il faut bien y réfléchir, parce qu'il va falloir qu'on se remette, quand on aura y verra un peu plus clair au niveau politique, voilà, qu'on redonne des perspectives qui sont plus positives. Et grâce à la technologie, par exemple, des perspectives positives, on peut en trouver plein. En fait. Et vous pensez à quoi? Par exemple, il faut investir quand même. Oui, mais à la façon dont on utilise l'intelligence artificielle pour faire des gains de productivité dans les entreprises, au sein de l'État, à l'hôpital, tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a vraiment des super sujets là. Dont personne ne s'empare. Dont personne ne s'empare, parce qu'on est dans une situation qui nous semble inextricable. Ouais. Mais il faut que nous, qui avons un peu de recul, vous dans la presse, nous qui sommes des observateurs, qu'on donne, pardonnez-moi pour le mauvais français, mais de l'input intellectuel, si vous voulez, pour voilà. Pourtant, on a une ministre Clara Chapaz, une ministre du numérique. Oui, mais bon, ministre du numérique en France, ça n'est pas lui. Mais en Corée du Sud, ça doit être la numéro 2 ou le numéro 2 du gouvernement. Bon, en France, c'est pas ça, malheureusement. Mais parce que ça, c'est des vrais sujets. Ça, c'est des sujets passionnants, mais pas uniquement sous l'angle de la réglementation, sous l'angle justement de l'intelligence artificielle. Ouh là là, on a peur, c'est catastrophique, ça va voler le travail, on réglemente tous les usages. Non, comment on l'utilise pour faire mieux, pour court-circuiter des process, pour rendre un meilleur service, pour faire des économies, pour redéployer de l'argent ailleurs. Vous voyez, ça, c'est des très bons sujets. Bon, et sur le rapport Draghi, qu'est-ce qu'il fallait retenir? Rapport Draghi, en fait, l'idée fondamentale du rapport Draghi, c'est-à-dire si on décroche par rapport aux États-Unis, ce qui pose des problèmes, non pas seulement économiques, mais des problèmes géopolitiques, des problèmes d'autonomie stratégique, c'est parce que justement, on ne se saisit pas assez de notre capacité à produire des innovations, pas simplement à les utiliser, mais à les produire. Et pour ça, il nous faut un grand marché financier, un Nasdaq européen, quoi. En amont, pour qu'on trouve de gros financements, et en aval, un grand marché unique pour amortir tous ces investissements. On a la monnaie unique, mais on n'a pas Ça, c'est grandiose. Ouais. Ça, c'est des idées grandioses, géniales. Et je veux dire, on a la monnaie commune, mais on n'a pas le marché, les marchés financiers communs. Voilà. On n'a pas le marché financier commun en amont pour trouver des financements, et en aval, on n'a même pas, sur beaucoup de sujets, le marché unique pour faire en sorte que quand une boîte de Boulogne, ici on est à Boulogne, une boîte de Boulogne, elle fait, je sais pas quoi, une micro-caméra pour aller faire de l'imagerie dans l'œsophage. En fait, en Europe, elle doit faire 27 études pour aller dans 27 pays et se taper 27 administrations. Aux États-Unis, c'est compliqué, pourtant le marché américain, mais c'est une. Et en Chine, c'est une. Ouais. Donc ça, c'est à notre portée. Ça, c'est des projets politiques. Ouais, ça coûte pas d'argent. Et ça coûte pas d'argent. Donc ça, c'est des super sujets. Ouais. Et le rapport Draghi, pour ça, il est génial. Bon, voilà, finir sur une note positive quand même. Nicolas Bouzou, donc, économiste directeur du cabinet Asterès, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, retrouvé en replay tout à l'heure dès 14h. Merci. Merci David.